Plusieurs investigateurs identifient Lyndon Johnson, le vice-président de Kennedy, comme l'un des cerveaux de l'attentat de Dallas. Il est certain en effet que les conspirateurs n'ont pu agir qu'avec l'assurance préalable que Johnson, propulsé à la tête de l'État dès l'annonce de la mort de Kennedy, les couvrirait. Le climat de crise nationale créé par l'événement permit à Johnson d'intimider la justice et la presse. Il est non moins certain que Johnson participa activement à l'élaboration du complot. Ancien sénateur du Texas, il a pu mobiliser des complicités haut placées dans son fief de Dallas pour faciliter le guet-apens. Johnson exerçait aussi un contrôle étroit sur la Navy, à la tête de laquelle il avait réussi à faire nommer successivement deux de ses partenaires d'affaires texans, John Connally puis Fred Korth. Or, c'est à l'hôpital de la Navy à Washington que fut réalisée l'autopsie falsifiée du président Kennedy, après que son corps fut littéralement arraché des mains des médecins légistes de l'hôpital Parkland à Dallas. C'est le rapport de la Navy qui établira que la balle mortelle est entrée par l'arrière du crâne. Johnson avait profité de son influence à la Navy pour participer à la plus gigantesque affaire de corruption au sein du complexe militaro-industriel. Son complice texan, Fred Korth, fut forcé de démissionner de son poste de secrétaire à la Navy en novembre 1963, après que le département de la justice, dirigé par Robert Kennedy, l'eut mis en cause dans l'attribution frauduleuse à l'entreprise texane General Dynamics d'un marché d'armement de 7 milliards de dollars, le plus gros marché d'armement à l'époque. En raison de cette affaire, John Kennedy était déterminé à changer de vice-président pour sa campagne de réélection en 1964. Beaucoup d'Américains ont soupçonné Johnson dès le premier jour, et plus encore après la publication en 1964 du livre de James Evett Halley, A Texan Looks at Lyndon, le regard d'un Texan sur Lyndon. Un livre qui dresse de Johnson le portrait d'un homme d'une ambition dévorante et d'une corruption absolue. Selon un autre biographe, Robert Caro, Johnson avait pour le pouvoir, je cite, « une faim si sauvage et dévorante qu'aucune considération de moralité ou d'éthique, aucun prix pour lui-même ou pour les autres ne pouvait l'arrêter. » Fin de citation. Robert Kennedy lui-même soupçonnait Johnson, qu'il détestait au plus haut point. « Johnson ment tout le temps, disait-il. Je te le dis, il ment continuellement, surtout. Dans chaque conversation que j'ai avec lui, il ment. Il ment même quand il n'en a pas besoin. » Au fil des années a été réunie une somme considérable d'indices et de témoignages qui incriminent Johnson. La piste de Johnson n'est pas contradictoire avec celle d'Israël. Bien au contraire, les deux pistes se croisent dans le personnage clé de Jack Ruby, alias Jacob Rubenstein, l'assassin d'Oswald. Ruby n'est pas le seul élément qui relie Johnson et Israël, loin de là. En réalité, Johnson a toujours été l'homme d'Israël. Ses campagnes électorales étaient financées depuis 1948 par le célèbre leveur de fonds Abraham Feinberg, également président de l'association Americans for Haganah Incorporated. C'est ce même Abraham Feinberg qui, après les primaires démocrates de 1960, fit à Kennedy la proposition suivante rapportée par Kennedy lui-même. Je cite, « Nous savons que votre campagne est en difficulté. Nous sommes prêts à payer vos notes si vous nous laissez le contrôle de votre politique au Moyen-Orient. » Fin de citation. Et ce sont deux sionistes notoires, le directeur du Washington Post Philip Graham et son éditorialiste Joseph Alsop, qui se chargèrent de convaincre Kennedy de choisir Johnson comme vice-président. C'est ainsi que, contraint par le réseau sioniste et malgré l'opposition farouche de son frère Robert, John fut forcé de choisir Johnson comme vice-président. En 2013, l'Associated Press divulgua des enregistrements du bureau ovale démontrant, je cite, la connexion personnelle et souvent émotionnelle de Johnson avec Israël. Un article du Five Towns Jewish Times, publié sous le titre étonnant de « Notre premier président juif, Lyndon Johnson ?» rappelle le soutien constant de Johnson pour les Juifs depuis les années 40 et conclut « Le président Johnson a fermement orienté la politique américaine dans une direction pro-Israël. Dans une perspective historique, le pont aérien d'urgence vers Israël en 1973, le soutien diplomatique constant, l'assistance économique et militaire et les liens stratégiques entre les deux pays peuvent être mis au crédit des graines plantées par Johnson. Peu importe au fond les loyautés ou motivations secrètes de Johnson. Ce qui est certain, c'est que grâce à Johnson, Israël a pu se doter de la bombe atomique et mettre à exécution son plan d'annexion des territoires palestiniens. En s'appuyant sur les faucons du Pentagone et de la CIA que Kennedy avait bridés, Johnson intensifia la guerre froide et créa le climat de tension approprié pour qu'Israël et ses relais médiatiques aux États-Unis puissent diaboliser Nasser
et renforcer son propre statut d'allié indispensable. C'est en 1967, par la guerre des 6 jours, qu'Israël parvint à tripler sa superficie, tout en créant l'illusion d'agir en légitime défense, en faisant passer des mouvements défensifs de l'armée égyptienne pour des préparatifs d'agression, sous les applaudissements de la presse américaine. Le mensonge israélien ne pouvait tromper les renseignements américains, mais Johnson avait donné son feu vert à l'attaque israélienne et autorisé la CIA à transmettre aux Israéliens les positions précises des bases aériennes égyptiennes, ce qui leur permit de réduire à l'impuissance l'aviation égyptienne en quelques heures. 4 jours après le début de l'attaque israélienne, Nasser avait accepté la demande de cessez-le-feu du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était trop tôt pour Israël, qui n'avait pas encore atteint tous ses objectifs. C'est alors que le 8 juin eut lieu l'attaque du USS Liberty, un navire de la NSA, stationné en eau internationale au large du Sinaï. They drop napalm and strafe its decks with rockets, cannon fire and armor-piercing rounds before trying to sink it with torpedoes. We had no way to defend ourselves, and we're just slaughtered. Durant 75 minutes, ce navire fut bombardé, mitraillé et torpillé par des Mirage et 3 torpilleurs israéliens, tandis que Johnson, depuis la Maison-Blanche, interdisait à la 6e flotte stationnée à proximité de se porter à son secours. Même les canaux de sauvetage furent mitraillés. L'attaque aurait été mise sur le compte de l'Égypte si elle avait réussi, c'est-à-dire si le navire avait été coulé et son équipage exterminé. L'opération aurait alors donné à Johnson un prétexte pour intervenir militairement aux côtés d'Israël contre l'Égypte. Mais elle échoua. Le scandale fut étouffé par une commission d'enquête dirigée par l'amiral John Sidney McCain II, père de John McCain III, qui s'illustra récemment par son soutien aux terroristes en Syrie. Everyone in the national security team recommended arming ISIS. Johnson accepta discrètement les excuses d'Israël pour son improbable erreur d'identification. Mieux, il fit d'Israël, à partir de 1967, le premier client de l'industrie militaire américaine. Cette opération apporte la preuve de la complicité secrète de Johnson avec Israël, impliquant une trahison contre son propre pays. Many of Johnson's closest friends and advisors were pro-Israeli, and they reported back to Tel Aviv on his every move. The Israeli story constantly shifted to counter whatever new intelligence the White House received. So sensitive were these communications that the Israelis used code names to protect the identity of their White House agents. But for the first time, the members of the ring can be named. Hamlet was a $1 million fundraiser for the Democrats. When he rang, Johnson took his calls. He was Abe Feinberg. Menashe was Arthur Goldberg, the U.S. ambassador to the United Nations. Harare was David Ginsburg, a high-profile Washington lawyer who also represented the Israeli embassy. Ilan was Supreme Court Justice Abe Fortas. Lyndon Johnson had dinner with him on the eve of the Six-Day War. The strategy worked. The U.S.-Israeli relationship proved to be stronger than the killing and injuring of more than 200 Americans. Pour conclure, outre le fait que John et Robert étaient frères, leurs assassinats ont au moins 2 choses en commun. Johnson et Israël. Premièrement, leur mort encadre précisément la présidence de Lyndon Johnson, marquée par d'autres assassinats politiques comme celui de Martin Luther King. Johnson supervisa les 2 enquêtes. Deuxièmement, dans chacune de ces 2 enquêtes, l'élément central qui contredit la thèse officielle oriente fortement les soupçons vers l'état profond israélien. Dans le cas de Robert, c'est la manipulation d'un Palestinien très suggestionnable dans le but de faire apparaître le meurtre de Robert comme motivé par la haine d'Israël. Dans le cas de John, c'est l'intervention d'un gangster juif lié à l'Irgun pour liquider le pigeon Oswald. Or, ces 2 éléments communs dans les assassinats des frères Kennedy, Johnson et Israël, sont eux-mêmes étroitement liés, au point de se confondre, car Johnson est un homme de main d'Israël, tout comme Ruby, bien qu'à un autre niveau. Les preuves d'un lien occulte très puissant entre Johnson et Israël incluent la haute trahison de Johnson dans l'affaire du US Liberty. Le lien causal entre les 2 assassinats apparaît alors clairement. Même si Robert avait été pro-Israël,
Israel et Johnson auraient eu une raison impérative de l'éliminer avant qu'il n'accède à la Maison-Blanche et qu'il ne rouvre l'enquête sur l'assassinat de son frère. Il apparaît finalement que pour résoudre l'assassinat de John Kennedy, il suffit de s'intéresser aux 2 assassinats qui lui sont liés. Premièrement, l'assassinat de Lee Harvey Oswald, l'homme dont le procès risquait de faire tomber les masques. Deuxièmement, l'assassinat de Robert Kennedy, l'homme qui aurait pu rouvrir l'enquête. Or, l'assassinat d'Oswald et celui de Robert Kennedy portent tous 2, bien que de façon très différente, la signature du pouvoir profond israélien.